Bonjour Didier. Bonjour Nina. Alors, Jean-Louis Barrault, le fondateur d'APG, a expliqué hier au forum A World for Travel que la décarbonation totale de l'aérien à l'horizon 2050 était une utopie. Partagez-vous ce point de vue? J'adore Jean-Louis. Cela dit, je ne peux pas le partager aujourd'hui. En tout cas, c'est trop tôt pour pouvoir imaginer que c'est une utopie. Car aujourd'hui, la première chose que l'on avait besoin, c'est un cadre réglementaire. On l'a au niveau de l'OACI avec le LTAG depuis l'année dernière. On l'a au niveau européen depuis déjà un moment. Donc maintenant, la question va être comment les investissements vont pouvoir être dirigés vers le SAF, vers le renouvellement des flottes, vers l'optimisation des opérations aériennes, par exemple. Alors l'aérien fait face à plusieurs vents contraires. On sait que la hausse des prix, notamment avec l'intégration des SAF, mais également la petite musique que fait monter Jean Covici, à savoir 3-4 vols par vie, peut donner le vertige. Quel sera l'impact sur les voyageurs? Va-t-il se dire finalement je vais voyager un peu moins ou bien je vais voyager davantage tant que les prix sont relativement accessibles et tant qu'il n'y a pas de passe carbone me contraignant? Alors, pour l'instant, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a ce fameux travel revenge où les voyageurs voyagent. Alors, on dit autant qu'avant, mais en réalité, le transport aérien, c'est une augmentation de 3 à 4% par an. Donc, si on regarde depuis 2019, si on arrive à peu près en 2023 au même niveau que 2019, on a perdu entre 15 et 20% de trafic, si je regarde en termes de progression. Bon, cela étant dit, quels vont être les comportements des voyageurs? Il est très difficile de le dire. Aujourd'hui, on voit qu'ils revoyagent. On voit qu'ils revoyagent plutôt sur le court et moyen courrier. C'est ce qui crée le moins de CO2 en réalité, le court et moyen courrier, par rapport au long courrier. Mais toutes les destinations long courrier ne sont pas encore réouvertes avec des sujets politiques, des sujets asiatiques. Moi, ce que je suis convaincu, c'est qu'il faut donner aux consommateurs la possibilité de décider. Et pour décider, il faut lui donner la bonne information sur son impact environnemental. Son impact environnemental pour un voyage, pour une année, pour 10 années, qu'il puisse percevoir quelle est sa consommation en termes de voyage. Pour ça, il faut qu'il ait confiance dans l'information, il ait confiance dans la personne qui va lui donner cette information. Et moi, je suis réellement pour qu'il y ait des tiers de confiance, comme il y a la certification pour la qualité, par exemple. Il pourrait y avoir des tiers de confiance pour donner cette information et éduquer les plus jeunes à l'utilisation de cette information. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est en relatif. C'est-à-dire qu'il y a le voyage, mais il y a toute la consommation qui est faite par un individu. Et si un individu choisit de baisser de 50% sa consommation d'habits, d'achats, de vêtements, en tout cas tous ceux qui font des longs voyages, de moins consommer de fruits et légumes venant d'Amérique du Sud, par exemple, s'il a la capacité de se dire, eh bien, je vais le consommer parce que j'ai envie d'apprendre une nouvelle culture pour favoriser la paix, mon éducation, etc., quelle que soit la raison, il faut qu'il soit capable de le faire. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Chacun se renvoyant la balle, beaucoup de symboles que l'on a et que l'on entend tous les jours. Qu'il sache aussi quel est le CO2 réellement émis. C'est beaucoup, mais qu'il sache que c'est 2,5%. Peut-être 3 ou 4 avec des effets de contrail, comme on dit. Mais ce n'est pas 15 ou 20%. Si aujourd'hui on a fait des études, on demande aux Français quelle est la production de CO2 du transport aérien par rapport à la production globale, ils vont répondre 15, 20, 30%. Ils ne sont pas éduqués. Il faut nous éduquer pour réussir à prendre les bonnes décisions. D'accord, donc il faut faire plus de pédagogie pour connaître notre empreinte carbone et sa répartition et ensuite faire de bons arbitrages. Ensuite, on a parlé de décarbonation. Comment le gouvernement français peut-il aider à la décarbonation de l'aérien et est-ce son rôle? Alors, aujourd'hui, on voit apparaître un certain nombre de taxes. Ces taxes, tout dépend où elles vont être fléchées. Elles sont fléchées sur le ferroviaire, c'est parfait. Est-ce que c'est uniquement à l'industrie de l'aérien d'investir sur le ferroviaire? Je trouve que la question se pose parce que ça oppose des modes de transport qui doivent être complémentaires, à mon point de vue. Par contre, effectivement, il y a le renouvellement des flottes et les compagnies aériennes françaises ont plutôt des flottes assez jeunes et il y a les SAF. Et là, pour le coup, si je puis dire, Air France a décidé d'avoir une incorporation au-delà de ce qui est réglementairement demandé. Par contre, il faut qu'il y ait le passage à l'échelle de la production de ces SAF. Et peut-être de regarder aux États-Unis, dans lequel il y a eu
un système de péréquation entre les marges faites par des compagnies pétrolières et l'investissement que ces mêmes compagnies pétrolières développent pour créer à l'échelle la création de SAF en biomasse et pourquoi pas ce qu'on appelle les e-SAF, e-fuel, basés sur hydrogène plus CO2 pour réussir aussi à créer du fuel. Il ne faut pas être naïf, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux politiques et il y a également des enjeux technologiques. Donc, est-ce que, pour rejoindre ce que Jean-Louis évoquait, c'est une utopie? Non, une utopie ne pourra pas arriver. Moi, je suis convaincu que ça peut arriver, mais si on ne fait rien, ça n'arrivera pas. Et il aura raison, et j'espère que ça ne sera pas le cas. Très bien. Ensuite, on va prendre un exemple concret. Air France a abandonné la compensation carbone proposée à ses clients pour pousser justement les SAF. Pour vous, la compensation fait-elle toujours du sens ou pas? Pour moi, la compensation, elle fait du sens si, encore une fois, elle est tracée vers de la reforestation ou de la forestation en plus de ce qui était prévu. Donc, il faut réussir à démontrer que c'est bien des investissements en plus qui vont permettre dans 3, 4, 5 ans d'avoir une carbon capture réelle et sérieuse. Cela dit, ce que Air France a décidé, c'est-à-dire d'investir dans les SAF qui vont permettre d'aller plus loin rapidement, tracer sur eux, sur la réduction de CO2, je trouve que c'est très bien. Que Air France fasse par exemple plus de marge pour qu'elle réinvestisse dans des avions plus récents et encore plus récents, c'est parfait, ça participe totalement à la décarbonation. Donc ce qui va être intéressant et important, encore une fois, ça va être de suivre quel est le volume de CO2 globalement produit par une compagnie aérienne, comme Air France, au fil du temps par rapport à ses choix. Elle a une palette de choix, ça peut être la compensation, ça peut être d'autres systèmes comme l'investissement dans les SAF. D'accord, donc si Air France fait davantage de marge, c'est-à-dire que les prix de l'aérien vont continuer à augmenter. Mais s'ils continuent à augmenter pour être réinvestis dans cette décarbonation, c'est vertueux si on pense à la planète et à l'utilisation de la réduction, en tout cas la volonté réelle de réduire le CO2 pour poursuivre le développement du voyage. Très bien, merci beaucoup Olivier.